Dans l'après-midi du 19 septembre 1992, un garde forestier du nom de David Kolchak fit une découverte dans l'arrière-pays reculé de l'ouest du Colorado, qui allait devenir l'une des affaires d'homicide de masse les plus troublantes de l'histoire moderne de l'État. Le long d'un étroit cours d'eau, connu localement sous le nom de Serpent Creek, à environ 22 km du sentier entretenu le plus proche, Kolchak trouva les dépouilles de 12 individus, dispersés sur une étendue de 400 mètres au fond du canyon. Tous étaient morts par balle. Aucun ne portait de papier d'identité. Leurs sacs à dos avaient été ouverts et fouillés. Leurs corps avaient été partiellement dissimulés sous des broussailles et des rochers. Les victimes furent finalement identifiées comme étant les membres de deux groupes de randonneurs distincts, partis de points de départ différents le 11 septembre 1992, 8 jours avant leur découverte. Leur âge allait de 19 à 53 ans. Ils venaient de 5 États différents. La plupart n'avaient aucun lien antérieur les uns avec les autres avant ce voyage. Selon les conclusions du médecin légiste, les 12 victimes sont mortes en l'espace d'environ 40 minutes, dans la soirée du 12 septembre. Il faudrait près de 7 mois aux enquêteurs pour reconstituer ce qui s'était passé dans ce canyon et pourquoi. Les réponses, lorsqu'elles émergèrent, révélèrent non pas un acte de violence aveugle, mais une exécution méthodique menée par des hommes convaincus de ne pas avoir d'autre choix. Voici l'histoire de la façon dont une série de décisions, certaines prises dans le désespoir, d'autres dans la peur, ont convergé en l'un des lieux les plus isolés des États-Unis contigus, entraînant la mort de 12 personnes qui se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Les événements de septembre 1992 se sont déroulés dans la région du plateau de l'Uncompahgre, dans l'ouest du Colorado, une vaste étendue de haut désert, de mésas boisés et de profonds canyons de grès, situés entre les villes de Naturita et Gateway. Ce n'est pas le Colorado des stations de ski et du tourisme de montagne. Le plateau de l'Uncompahgre est largement sauvage, avec peu de routes goudronnées, une couverture cellulaire clairsemée même selon les normes actuelles, et de longues étendues où la seule infrastructure se compose de vieilles pistes minières datant du boom de l'uranium des années 1950. En 1992, la région était en déclin économique depuis plus d'une décennie. L'effondrement des prix de l'uranium à la fin des années 1970 avait vidé l'économie locale de sa substance. Des villes comme Naturita, qui comptaient autrefois près de 2000 habitants, n'en avaient plus que 600 à temps plein. Les vitrines des magasins étaient vides. Les écoles avaient fusionné. Les jeunes étaient partis chercher des opportunités ailleurs. Ceux qui restaient étaient pour la plupart des personnes âgées, attachées à la terre que leurs familles travaillaient depuis des générations, ou des individus qui préféraient l'isolement. Le canyon où les meurtres ont eu lieu, officiellement désigné sous le nom de Serpent Creek Canyon sur les cartes topographiques, est un étroit cours d'eau sinueux qui se ferait un chemin à travers des falaises de grès de Wingate, s'élevant à 90 mètres au-dessus du lit du ruisseau. L'eau n'y coule que de façon saisonnière et, en septembre, elle s'était réduite à quelques points d'eau épars. Le fond du canyon est encombré de peupliers, de saules et de fourrés d'oliviers de Bohême. La visibilité y est limitée. Le son s'y propage étrangement, rebondissant sur les parois rocheuses de manière imprévisible. C'est le genre d'endroit où l'on peut se trouver à 20 mètres de quelqu'un sans jamais savoir qu'il est là. L'accès au Serpent Creek Canyon nécessitait soit une randonnée ardue de 2 jours depuis le sentier officiel le plus proche,
soit la connaissance de vieilles pistes minières partant de la County Road 90.7, une route en terre battue qui voyait passer peut-être une douzaine de véhicules par semaine pendant les mois d'été. Les chasseurs et les éleveurs locaux connaissaient ces routes, pas les étrangers. Cet isolement rendait le canyon idéal pour les activités exigeant la discrétion. À l'automne 1992, le plateau de l'Uncompahgre faisait également partie d'un corridor de trafic. L'emplacement du Colorado, bordé par l'Utah à l'ouest et le Nouveau-Mexique au sud, en faisait un point de transit naturel pour les cargaisons de drogue se déplaçant des zones de production au Mexique vers les plaques tournantes de distribution de Denver, Salt Lake City et au-delà. Les zones rurales, avec une présence policière limitée, étaient particulièrement vulnérables. Un seul shérif adjoint pouvait être responsable de la surveillance de 300 km². La police d'État se concentrait sur les autoroutes. Le Bureau of Land Management n'avait ni le mandat ni les effectifs pour une interception active. Pour ceux qui étaient prêts à prendre le risque, le transport de marchandises par des itinéraires de l'arrière-pays offrait une récompense substantielle avec une surveillance minimale. C'est dans cet environnement que 12 randonneurs s'aventurèrent en septembre 1992 et où 3 hommes tentaient de conclure une transaction qui, pensaient-ils, résoudrait leur désespoir financier immédiat. Les 3 hommes responsables des meurtres étaient Russell James Vickers, 34 ans, son jeune frère, Curtis Wayne Vickers, 29 ans, et un associé de longue date nommé Michael Dean Hobart, 38 ans. Tous 3 étaient nés et avaient grandi dans le comté de Montrose. Tous 3 avaient un casier judiciaire, mais aucun pour des crimes violents avant septembre 1992. Russell Vickers était le fils aîné d'une famille d'éleveurs qui exploitait les mêmes 80 hectares de terre semi-arides près de Naturita depuis les années 1940. Il avait été un élève compétent et un joueur de football talentueux au lycée. Après son diplôme, il travailla pour son père et suivit des cours de gestion agricole dans un community college. De l'avis de tous, il suivait une voie conventionnelle. Mais lorsque l'économie de l'élevage s'effondra au milieu des années 1980, une vague de saisies immobilières déferla sur la région. La famille Vickers perdit ses terres en 1987. Le père de Russell, incapable d'accepter cette perte, se suicida moins d'1 an plus tard. Sa mère déménagea à Grand Junction pour vivre avec des parents. Russell et son jeune frère Curtis tentèrent de gagner leur vie en enchaînant les petits boulots, main-d'œuvre dans des ranchs, réparation de matériel, travail saisonnier pour le service forestier. Russell se maria en 1988. Sa femme, Linda, était serveuse dans un restaurant de Naturita. Ils eurent une fille en 1989. En 1992, Russell travaillait de manière sporadique et accumulait les dettes. Il avait été arrêté 2 fois pour émission de chèques sans provision et 1 fois pour possession de marijuana. Ses voisins le décrivaient comme un homme calme, poli et de plus en plus renfermé. Curtis Vickers suivit une trajectoire similaire. Il avait été arrêté pour vol à l'étalage à 17 ans et pour conduite en état d'ivresse à 22 ans. Il vivait dans une caravane louée près de Naturita, travaillait par intermittence dans la construction et luttait contre une dépendance à la méthamphétamine depuis la fin de sa vingtaine. Ami et membre de sa famille décrirait plus tard Curtis comme le plus instable des 2 frères, prompt à la colère, sujet à la paranoïa, mais aussi loyal et protecteur
envers ceux qu'il aimait. Michael Hobart, le troisième homme, connaissait les frères Vickers depuis l'enfance. Il avait été renvoyé du lycée en seconde pour une bagarre et avait passé sa vie d'adulte à naviguer entre les travaux manuels, les vols mineurs et les incarcérations périodiques. Il avait purgé 8 mois de prison pour cambriolage en 1949. En 1992, il vivait dans un camping-car sur une propriété appartenant à un cousin près de Gateway. Il n'avait aucun revenu stable ni de famille à lui. Selon des témoignages ultérieurs, Hobart était souvent celui qui mettait Russell Vickers en contact avec des opportunités, légales ou non, de gagner de l'argent. À l'été 1992, les trois hommes se trouvaient dans des situations financières désespérées. Russell devait plus de 8 000 $ de factures impayées et risquait l'expulsion. Curtis avait des retards de paiement pour son camion et risquait la saisie. Hobart avait été prévenu par son cousin qu'il ne pourrait plus rester sur la propriété sans contribuer au loyer. C'est dans ce contexte que les trois hommes acceptèrent de participer à une opération de transport de drogue qui, selon eux, leur rapporterait 15 000 $. D'après les déclarations faites aux enquêteurs après leurs arrestations, le plan était simple. Un contact à Cortez, identifié plus tard comme un distributeur de niveau intermédiaire nommé Eduardo Salinas, avait besoin de quelqu'un pour récupérer une cargaison de méthamphétamine et de cocaïne qui serait déposée par un véhicule à un lieu convenu dans l'arrière-pays de Luncombe Parkway, puis pour la transporter vers le nord jusqu'à un acheteur près de Grand Junction. Les frères Vickers et Hobart seraient payés pour moitié à l'avance et pour moitié à la livraison. Le travail ne demandait rien de plus que de conduire jusqu'à un endroit isolé, de rencontrer un passeur et de finaliser l'échange. Ce qu'on ne leur avait pas dit, ou peut-être ce qu'ils avaient choisi de ne pas demander, c'était pourquoi cette transaction particulière exigeait un tel isolement, ou pourquoi ils étaient si bien payés pour une tâche qui semblait si simple. La réponse, qui ne deviendrait claire que plus tard, était que la cargaison avait été volée. Salinas tentait d'écouler une marchandise compromise sans alerter ses fournisseurs. La transaction était officieuse. Si quelque chose tournait mal, il n'y aurait ni recours ni protection. Russell Vickers a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il avait eu des doutes dès le début. Il savait que l'implication dans le trafic de drogue entraînait de graves conséquences juridiques. Il savait aussi que sa famille dépendait de lui, mais l'argent représentait plus que ce qu'il pouvait gagner en 6 mois de travail légitime. Curtis et Hobart l'ont tous deux pressé d'accepter. Ils ont fait valoir que le risque était minime. Un seul voyage, pas de violence, pas de contact direct avec la police. Russell, confronté à l'expulsion et à la perspective de perdre la garde de sa fille, accepta. Dans la soirée du 10 septembre 1992, les trois hommes chargèrent des provisions dans le camion de Russell, un Chevrolet K10 de 1984 avec une cellule de camping, et prirent la direction de l'ouest sur l'autoroute 90 vers l'embranchement de la County Road 90.7. Ils transportaient du matériel de camping, une glacière avec de la nourriture et 3 armes à feu. Une carabine de chasse 30-06 appartenante à Russell, un fusil de chasse de calibre 12 appartenant à Curtis et un pistolet 9,6 m que Hobart avait acquis lors d'une vente privée non déclarée. Ils avaient également une radio CB portable, des cartes topographiques marquées de coordonnées et des instructions écrites de Salinas détaillant où et quand l'échange aurait lieu.
Le point de rendez-vous était un camp minier abandonné à environ 19 km sur la County Road 90.7, accessible uniquement en véhicule tout-terrain. Le site se composait de plusieurs structures effondrées, de matériel rouillé et d'une clairière plate propice au stationnement. Il était entouré d'une dense forêt de pins et de genévriers et situé à la tête du Serpent Creek Canyon. Le passeur devait arriver à midi le 12 septembre. Russell, Curtis et Hobart arrivèrent sur les lieux tard dans la soirée du 10 septembre. Ils installèrent leur camp dans la clairière, firent un petit feu et s'installèrent pour attendre. Les 12 personnes qui allaient mourir dans le Serpent Creek Canyon étaient membres de deux groupes distincts qui se sont rencontrés pour la première fois le matin du 11 septembre 1982. Le premier groupe, composé de 7 personnes, avait organisé son voyage par l'intermédiaire d'un club de loisirs de plein air basé à Boulder. Il s'agissait de randonneurs expérimentés, âgés de 27 à 41 ans, comprenant 2 couples mariés, 2 hommes célibataires et une femme. Leur projet était de passer 5 jours à explorer les canyons moins fréquentés du plateau de l'Uncompahgre, en transportant toutes leurs provisions et en campant dans des conditions primitives. Ils avaient obtenu les permis nécessaires, déposé un itinéraire auprès du service forestier et informé les membres de leur famille de la date prévue de leur retour. Le deuxième groupe était plus petit et moins formellement organisé. Il se composait de 5 étudiants de Fort Collins, 3 hommes et 2 femmes âgés de 19 à 23 ans, qui passaient leur dernière semaine avant la rentrée universitaire à faire un voyage en sac à dos dans l'ouest du Colorado. Ils avaient moins d'expérience que le groupe de Boulder, mais ils étaient en bonne forme physique, enthousiastes et correctement équipés. Les deux groupes se sont rencontrés à un croisement de sentiers le matin du 11 septembre. Selon des notes retrouvées plus tard dans le journal d'un des randonneurs, l'échange fut amical. Ils comparèrent leurs cartes, discutèrent des options d'itinéraire et découvrirent qu'ils prévoyaient tous deux de descendre dans le Serpent Creek Canyon par le nord. Un membre du groupe de Boulder, un homme de 38 ans nommé Thomas Aldrich, qui travaillait comme ingénieur, suggéra de voyager ensemble, pour plus de sécurité et de compagnie. Les autres acceptèrent. En milieu d'après-midi, le 11 septembre, le groupe combiné de 12 personnes était descendu dans le Serpent Creek Canyon et avait établi un campement près d'une série de points d'eau à environ 5 km en aval du vieux camp minier où attendaient Russell Vickers, Curtis Vickers et Michael Hobart. Les randonneurs ignoraient qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la région. Le canyon était vaste, isolé et semblait entièrement vide. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner, purifièrent l'eau du ruisseau et se préparèrent pour un départ matinal le lendemain. Plusieurs d'entre eux tenaient un journal. Une femme, Rebecca Haynes, 27 ans, écrivit « Cet endroit semble hors du temps. Aucun son, hormis le vent et l'eau. Difficile de croire que nous ne sommes qu'à quelques heures de la civilisation. » Ils s'endormirent sans savoir que moins de 5 kilomètres en amont, 3 hommes armés attendaient une cargaison de drogue d'une valeur de plus de 200 000 $. Le matin du 12 septembre 1992, le passeur transportant la cargaison de méthamphétamine et de cocaïne ne se présenta pas au point de rendez-vous désigné. À midi, Russell Vickers commençait à s'inquiéter. Lui et Curtis utilisèrent la radio CB pour tenter d'établir le contact en utilisant la fréquence et l'indicatif fournis par Salinas. Aucune réponse. Hobart suggéra d'attendre 1 heure de plus.
Curtis affirma qu'ils devaient partir immédiatement. Russell, partagé entre la peur de renoncer à l'argent et la crainte que quelque chose ait mal tourné, décida d'attendre. À 14 heures, il devint évident que le passeur ne viendrait pas. Les trois hommes étaient face à une décision. Ils pouvaient abandonner l'opération et rentrer chez eux les mains vides, renonçant à l'avance qu'ils avaient déjà dépensée, ou ils pouvaient tenter de contacter Salinas pour savoir ce qui s'était passé. Russell essaya de nouveau la radio CB. Cette fois, quelqu'un répondit. La voix n'était pas celle de Salinas. L'homme se présenta uniquement comme Marco et informa Russell qu'il y avait eu des complications. Le passeur avait été arrêté à un point de contrôle près de Dove Creek et était maintenant en détention. La cargaison avait été saisie. Le ton de Marco était froid et direct. Il dit à Russell que Salinas le tenait, lui et ses partenaires, pour responsable de la perte. La menace était claire. Il devait de l'argent pour une marchandise qu'il n'avait jamais reçue. Russell tenta d'argumenter. Il expliqua qu'ils avaient suivi les instructions à la lettre, que l'échec n'était pas de leur faute, qu'ils n'avaient même jamais vu la drogue. Marco l'interrompit. Il dit que Salinas se fichait des explications. Il dit que Russell et ses partenaires devaient maintenant 40 000 $, représentant une partie de la valeur de la cargaison, et qu'ils avaient 2 semaines pour payer. Puis, la transmission s'arrêta. Curtis, qui avait écouté l'échange, comprit immédiatement le danger dans lequel il se trouvait. Les gens qui ne payaient pas leurs dettes dans le commerce de la drogue ne bénéficiaient ni de délai ni de plan de paiement. Ils subissaient la violence. Il regarda son frère et dit « On est foutus !» Hobart, plus expérimenté dans les activités criminelles que les deux frères, suggéra une alternative. S'ils ne pouvaient pas payer la dette, ils devaient disparaître, quitter l'État, changer d'identité, couper tous les liens. Mais Russell avait une femme et une fille. Curtis avait de la famille. La fuite n'était pas une option réaliste. Pendant les 2 heures qui suivirent, les 3 hommes s'assirent dans la clairière et discutèrent de la marche à suivre. Selon le témoignage que Russell donnerait plus tard, c'est à ce moment que la pression psychologique commença vraiment. Ils avaient conclu un accord qui, selon eux, résoudrait leurs problèmes financiers, et ils se retrouvaient maintenant face à une dette qu'ils ne pouvaient pas payer due à des gens qui n'avaient aucune raison d'être cléments. La peur, la colère et le désespoir se succédaient dans leurs conversations. À un moment donné, Curtis suggéra d'aller à la police et de tout signaler, en acceptant les conséquences juridiques qui s'ensuivraient. Hobart rejeta cette idée, la qualifiant de suicide. Russell ne dit rien. Vers 16h30, la situation changea. Curtis, qui s'était éloigné du camp pour uriner, entendit des voix. Il se figea, tendant l'oreille. Les voix étaient lointaines, mais distinctes, plusieurs personnes parlant sur un ton de conversation, se déplaçant à travers la forêt. Curtis retourna au camp et alerta Russell et Hobart. Les 3 hommes saisirent leurs armes et se déplacèrent au bord de la clairière pour observer. À travers les arbres, ils virent les randonneurs. Le groupe de 12 personnes remontait le canyon, suivant le lit du ruisseau, se dirigeant droit vers le camp minier. Ils étaient étalés sur une centaine de mètres, marchant par 2 ou en petits groupes, parlant et riant. Ils semblaient être des randonneurs ordinaires, inconscients de la présence de quiconque. Russell, Curtis et Hobart se retirèrent dans la forêt et observèrent. L'action logique aurait été de rester cachés et de laisser passer les randonneurs.
Mais Hobart, dont la paranoïa n'avait cessé de croître tout au long de la journée, exprima une autre inquiétude. Il suggéra que les randonneurs pourraient être des éclaireurs, des individus envoyés par Salinas ou ses associés pour vérifier si Russell et ses partenaires coopéraient avec la police. Curtis rejeta d'abord cette idée comme étant irrationnelle, mais Hobart insista. Il souligna que le timing était suspect. Les randonneurs approchaient depuis la direction exacte d'où le passeur aurait dû arriver. Et s'ils n'étaient pas du tout des randonneurs, Russell, épuisé et effrayé, essaya de penser clairement. Il suggéra qu'ils partent simplement, qu'ils plient bagages et s'en aillent, avant que les randonneurs n'atteignent le camp. Mais Curtis souleva un autre problème. Si les randonneurs voyaient leur camion, voyaient le camp, et le signalaient plus tard aux autorités, cela pourrait les relier à la transaction de drogue ratée. Même si les randonneurs étaient innocents, leur présence créait un risque. Les trois hommes restèrent cachés tandis que les randonneurs se rapprochaient. Vers 17 heures, les premiers randonneurs, un homme et une femme du groupe de Boulder, entrèrent dans la clairière où se trouvait le camp minier. Ils s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux et semblèrent discuter de l'opportunité d'y installer leur camp. La femme montra les ruines des anciennes structures. L'homme secoua la tête, faisant un geste en aval. Ils se concertèrent brièvement, puis commencèrent à repartir vers le reste du groupe. C'est à ce moment que Curtis Vickers prit la décision qui allait conduire au massacre. Il se leva, entra dans la clairière, son fusil de chasse levé, et hurla aux randonneurs de s'arrêter. La confrontation initiale dura environ 15 minutes, mais elle déclencha des événements irréversibles. Lorsque Curtis apparut avec un fusil de chasse, les deux premiers randonneurs, identifiés plus tard comme Thomas Aldridge et Rebecca Haynes, s'arrêtèrent net. Aldridge leva les mains. Haynes recula. Curtis leur ordonna de se déplacer au centre de la clairière. Russell et Hobart sortirent des arbres, tous deux armés, et se positionnèrent pour couvrir la zone. Curtis cria en direction des autres randonneurs en aval, leur ordonnant d'avancer. Sa voix était tranchante, agressive, amplifiée par l'adrénaline et la peur. En quelques minutes, les 10 autres randonneurs apparurent, se déplaçant prudemment vers la clairière. Plusieurs avaient les mains levées. L'un des étudiants, un jeune homme nommé Jason Porter, demanda ce qui se passait. Curtis lui dit de se taire et de continuer à avancer. Une fois les 12 randonneurs rassemblés dans la clairière, Russell Vickers prit la parole. Son ton était différent de celui de son frère, plus calme, plus maîtrisé, mais porteur d'une menace indéniable. Il dit aux randonneurs qu'ils étaient entrés dans une zone réglementée. Il leur demanda s'ils avaient vu quelqu'un d'autre dans le canyon. Les randonneurs, confus et effrayés, répondirent que non. Russell leur demanda s'ils avaient des radios, des téléphones ou tout autre moyen de communiquer avec l'extérieur. L'un des randonneurs de Boulder, un homme nommé David Kern, admit qu'ils avaient un appareil de communication par satellite pour les urgences rangé dans l'un des sacs. Russell leur ordonna de le lui donner. Pendant plusieurs minutes, la dynamique sembla presque routinière. Des hommes armés menant un interrogatoire, des civils effrayés obéissant aux ordres. Mais sous la surface, la situation se désintégrait. Hobart, debout sur le côté, insistait à plusieurs reprises sur le fait que les randonneurs n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être.
Ils disaient que leur équipement semblait trop neuf, trop propre. Ils disaient que leur histoire de randonnée récréative n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un viendrait-il dans ce canyon précis, à ce moment précis, à moins d'y avoir été envoyé? Curtis, déjà sur les nerfs, commença à absorber la paranoïa de Hobart. Il exigea de savoir pour qui travaillaient les randonneurs. Lorsqu'ils insistèrent sur le fait qu'ils étaient simplement en vacances, Curtis devint encore plus agité. Il les accusa de mentir. Russell, tentant d'apaiser la situation, dit à Curtis et Hobart de se calmer. Il se tourna vers les randonneurs et expliqua qu'il y avait eu un malentendu. Il annonça qu'ils seraient autorisés à partir, mais qu'ils devaient d'abord lui remettre leur sac. Les randonneurs obtempérèrent, retirant leurs sacs à dos et les posant au sol. Russell, Curtis et Hobart commencèrent à les fouiller, vidant leur contenu, cherchant des papiers d'identité, cherchant quoi que ce soit qui puisse confirmer ou infirmer les soupçons de Hobart. Ils ne trouvèrent rien d'inhabituel. Les sacs contenaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Du matériel de camping, de la nourriture, des vêtements, des cartes, des effets personnels. Plusieurs randonneurs tenaient des journaux de bord. L'un d'eux avait un appareil photo. Il n'y avait pas d'autre radio que le dispositif satellite d'urgence, pas d'armes, aucune indication d'un lien quelconque avec les forces de l'ordre ou le crime organisé. Mais Hobart n'était toujours pas convaincu. Il ramassa l'un des journaux, le feuilleta et lut à voix haute plusieurs entrées décrivant l'itinéraire des randonneurs et leurs observations du canyon. Il pointa un passage où un randonneur avait noté avoir vu des traces de pneus fraîches près du début du sentier. Hobart se tourna vers Russell et dit « Ils nous surveillaient, ils l'ont écrit. » Russell, épuisé et désespéré d'en finir, dit à Hobart qu'il était irrationnel. Il ordonna aux randonneurs de prendre leurs sacs et de partir. Il leur donna 60 secondes pour commencer à descendre le canyon et ajouta que s'il parlait un jour à quiconque de ce qui s'était passé, il y aurait des conséquences. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais l'une des étudiantes, une jeune femme nommée Emily Sanderson, âgée de 20 ans, prit une décision qui allait altérer le cours des événements. Elle demanda s'ils pouvaient récupérer leur appareil de communication d'urgence. Elle expliqua qu'ils se trouvaient à 3 jours de la route la plus proche et que si quelque chose tournait mal, une blessure, une urgence médicale, ils n'auraient aucun moyen d'appeler à l'aide. Curtis Vickers, interprétant la demande comme un acte de défi, s'avança et frappa Sanderson au visage avec la crosse de son fusil de chasse. Elle tomba au sol, saignant du nez et de la bouche. Un autre randonneur, Jason Porter, se précipita pour l'aider. Curtis pointa son fusil sur Porter et lui ordonna de ne plus bouger. Thomas Aldridge, l'ingénieur de Boulder qui avait suggéré que les deux groupes voyagent ensemble, cria à Curtis d'arrêter. Il déclara qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils coopéraient et ne représentaient une menace pour personne. Il affirma que la violence était inutile. Curtis lui intima de se taire. Aldridge continua de parler, la voix s'élevant, exigeant de savoir ce que les 3 hommes voulaient. Curtis lui tira dessus. L'écho de la détonation du fusil résonna contre les parois du canyon, incroyablement puissant dans cet espace confiné. Aldridge s'effondra, une blessure à la poitrine, et mourut en quelques secondes. Les autres randonneurs se mirent à hurler. Certains se laissèrent tomber au sol, d'autres tentèrent de fuir. Russell Vickers, horrifié par ce que son frère avait fait, cria à tout le monde de s'arrêter. Mais la situation avait franchi un point de non-retour. Hobart,
maintenant convaincu qu'ils étaient attaqués, leva son pistolet et tira sur un randonneur qui courait vers les arbres. La balle atteignit l'homme, David Kern, 33 ans, dans le dos, et il s'écroula. Pendant les minutes qui suivirent, le chaos s'empara de la clairière. Ce qui se produisit ne fut pas une exécution coordonnée, mais un effondrement rapide dans la panique et la violence. Après que Curtis eut tiré le coup qui tua Thomas Aldridge et que Hobart eut tiré celui qui blessa David Kern, les 10 randonneurs restants réagirent de différentes manières. Certains se figèrent, d'autres tentèrent de fuir. 2 personnes, un homme nommé Gregory Nash et une femme nommée Anna Delacroix, essayèrent de raisonner les tireurs, criant qu'ils partiraient, qu'ils ne rapporteraient rien, qu'il n'y avait pas besoin de plus de violence. Mais leurs voix furent noyées par les hurlements, par le bruit des tirs supplémentaires et par l'acoustique étroite du canyon qui transformait chaque son en une agression sensorielle écrasante. Russell Vickers, selon son témoignage ultérieur, tenta de reprendre le contrôle. Il cria à Curtis et Hobart d'arrêter de tirer. Il ordonna aux randonneurs de se mettre au sol et d'arrêter de courir, mais ses ordres furent inefficaces. Curtis, désormais pleinement engagé dans une voie qu'il croyait nécessaire à sa survie, tira de nouveau. Un étudiant nommé Brian Castillo, âgé de 22 ans, qui tentait de ramper vers la lisière des arbres, fut touché à la jambe et à l'abdomen. Il s'effondra et ne bougea plus. Hobart, sa paranoïa ayant complètement supplanté la pensée rationnelle, se déplaçait méthodiquement dans la clairière, tirant sur quiconque bougeait encore. Son pistolet de 9 mm contenait 15 balles. Il rechargea une fois. En l'espace de moins de 3 minutes, il tira sur 5 personnes. David Kern, qui avait été blessé plus tôt et tentait de se traîner à l'abri. Rebecca Haynes, qui était agenouillée près du corps de Thomas Aldridge, un étudiant nommé Michael Torres, 21 ans, qui avait couru vers les arbres et parcouru environ 30 mètres avant d'être abattu d'une balle dans le dos, une autre étudiante nommée Sarah Lynn, 19 ans, qui avait tenté de se cacher derrière l'une des structures minières effondrées, et Gregory Nash, qui se tenait debout, les mains en l'air, tentant de négocier. Curtis Vickers tira encore 2 fois avec son fusil. Un tir atteignit une femme nommée Jennifer Callahan, 29 ans, qui faisait partie du groupe de Boulder. L'autre toucha Jason Porter, l'étudiant qui avait tenté d'aider Emily Sanderson après que Curtis l'eut frappé. Tous deux moururent rapidement. Russell Vickers, qui n'avait pas encore utilisé sa carabine, se tenait au bord de la clairière et regardait le massacre se dérouler. Plus tard, il décrirait ce moment comme le point où il comprit qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter ce qui se passait. Son frère et Hobart s'étaient engagés dans une voie, et le seul choix qui lui restait était de participer ou de devenir le témoin de quelque chose qu'il ne pourrait jamais défaire. À ce stade, 5 randonneurs étaient confirmés morts. Thomas Aldridge, David Kern, Brian Castillo, Rebecca Haynes et Michael Torres. 2 autres, Jennifer Callahan et Jason Porter, étaient mourants. Les 5 randonneurs restants étaient au sol, certains blessés, tous dans divers états de choc et de terreur. Curtis et Hobart se déplaçaient parmi eux, vérifiant les corps, s'assurant que personne ne pouvait s'échapper. Hobart donna un coup de pied à un randonneur, un homme nommé Christopher Young, 31 ans, pour voir s'il était conscient. Young gémit. Hobart lui tira une balle dans la tête.
Russell, debout près du bord de la clairière, déclara plus tard être entré dans un état de dissociation. Il décrivit avoir observé les événements comme à distance, incapable de traiter ce qui se passait, incapable de réconcilier la personne qu'était son frère avec celle qui exécutait des civils non armés devant lui. Il n'intervint pas. Il ne tira pas avec son arme, mais il n'arrêta pas non plus Curtis ou Hobart. Les 4 derniers randonneurs, Emily Sanderson, Anna Delacroix, Sarah Lynn et un homme nommé Patrick Morrison, étaient encore en vie. Anna Delacroix, 36 ans, une enseignante de Boulder, se mit à supplier. Elle dit qu'elle avait des enfants. Elle dit que sa famille ne savait pas où elle était. Elle dit qu'elle ferait n'importe quoi, signerait n'importe quelle déclaration, ferait n'importe quelle promesse si on la laissait partir. Curtis Vickers la regarda un long moment, puis lui tira une balle dans la poitrine. Emily Sanderson, saignant du coup reçu plus tôt au visage, tenta de ramper vers la lisière des arbres. Hobart la vit bouger et tira 2 fois. Le premier tir la manqua, le second l'atteignit dans le dos. Elle cessa de bouger. Patrick Morrison, 27 ans, un étudiant diplômé de Fort Collins, était resté immobile au sol, espérant passer pour mort. Curtis remarqua sa respiration et le retourna d'un coup de pied. Morrison ouvrit les yeux. Curtis tira. Sarah Lynn, la plus jeune du groupe à 19 ans, fut la dernière à mourir. Elle s'était cachée derrière l'une des structures minières, passant inaperçue dans le chaos. Quand Hobart la trouva, elle pleurait en silence, les mains pressées contre sa bouche pour étouffer le son. Hobart appela Curtis et Russell, leur disant qu'il en restait une. Curtis s'approcha, baissa les yeux sur Lynn et tira un unique coup de fusil. Elle mourut sur le coup. Selon le rapport du médecin légiste, la séquence entière, du moment où Curtis a tiré le premier coup jusqu'à la mort de Sarah Lynn, n'a pas duré plus de 40 minutes. 12 personnes étaient mortes. Aucune n'était armée. Aucune n'avait résisté après le début des violences. Toutes avaient été tuées à bout portant. Immédiatement après, les 3 hommes se tenaient dans la clairière, entourés de cadavres, confrontés à l'ampleur de leur acte. Curtis Vickers, tenant toujours son fusil, fut le premier à parler. Il dit qu'il devait cacher les corps. Si les randonneurs étaient découverts rapidement, les forces de l'ordre boucleraient la zone et toute fuite serait impossible. Hobart acquiesça. Russell ne dit rien. Il s'assit par terre, sa carabine sur les genoux, fixant le corps d'Anna Delacroix. Pendant les 3 heures qui suivirent, alors que la lumière du jour déclinait, les 3 hommes tentèrent de dissimuler les preuves du massacre. Ils traînèrent les corps dans les broussailles et les recouvrirent de branches et de rochers. Ils rassemblèrent le matériel des randonneurs, sacs à dos, vêtements, sacs de couchage, et l'entassèrent dans leur camion. Ils essayèrent de nettoyer le sang dans la clairière, bien que l'effort fût futile. Le grès l'absorbait, et la quantité était trop importante. Ils ramassèrent les douilles usagées, bien qu'ils en manquèrent plusieurs dans la pénombre. À un moment, Curtis suggéra de brûler les corps. Hobart fit remarquer que la fumée serait visible à des kilomètres et attirerait immédiatement l'attention. Ils se contentèrent de la dissimulation, espérant que l'isolement du lieu et l'absence de patrouilles régulières retarderaient la découverte assez longtemps pour qu'ils puissent établir des alibis. Quand ils eurent terminé, il était plus de 21 heures. Ils chargèrent le reste du matériel des randonneurs dans le camion, éteignirent leur feu de camp et quittèrent le canyon.
La route de retour vers la County Road 90.7 était lente et périlleuse dans l'obscurité, et ils n'atteignirent le bitume qu'après minuit. Ils roulèrent vers l'est en direction de Naturita, s'arrêtant une fois pour se débarrasser du matériel des randonneurs, jetant sacs à dos, vêtements et équipements dans un ravin au bord de la route. L'appareil de communication par satellite d'urgence fut fracassé et jeté dans un autre endroit. Ils arrivèrent à Naturita vers 2 heures du matin, le 13 septembre. Curtis et Hobart allèrent à la caravane de Hobart. Russell rentra chez lui auprès de sa femme. Selon le témoignage ultérieur de Linda Vickers, Russell semblait épuisé et peu communicatif. Elle lui demanda où il avait été. Il répondit qu'il avait campé avec Curtis et Hobart. Elle demanda si tout allait bien. Il dit que oui. Il alla se coucher et dormit pendant 14 heures. La semaine suivante, les 3 hommes tentèrent de reprendre leurs routines habituelles. Russell retourna au travail. Curtis inventa des excuses à sa famille pour justifier pourquoi il évitait le contact. Hobart resta dans sa caravane, buvant beaucoup et refusant de répondre aux questions de son cousin sur ses allées et venues. Aucun d'eux ne contacta Eduardo Salinas ou quiconque lié à la transaction de drogue ratée. Ils ne firent aucune tentative pour payer la dette. Ils ne discutèrent pas de ce qui s'était passé dans le canyon. Selon le témoignage que Russell donna plus tard, il y avait un accord tacite entre les 3 hommes de ne jamais parler du massacre, de ne jamais le reconnaître et de ne jamais retourner dans la région. Mais le 19 septembre 1992, le garde forestier David Kolchak, lors d'une patrouille de routine dans le Serpent Creek Canyon, découvrit les corps. La découverte initiale fut presque accidentelle. David Kolchak, un garde forestier avec 12 ans d'expérience, avait été chargé d'inspecter l'état des sentiers dans l'arrière-pays de l'Uncompahgre suite à des rapports de dégâts causés par une tempête. Le Serpent Creek Canyon n'était pas sur son itinéraire principal, mais il décida de faire un détour pour vérifier l'érosion le long du cours d'eau. Vers 15h30, alors qu'il remontait le lit du ruisseau, il remarqua une odeur, faible mais indubitable. Il la suivit jusqu'à un amas de broussailles et de rochers à environ 50 mètres du sentier principal. Sous la couverture, il trouva le corps de Sarah Lynn. Kolchak appela immédiatement des renforts par radio et sécurisa la zone. Au cours des heures suivantes, à mesure que le personnel supplémentaire arrivait, l'ampleur de la scène devint évidente. 12 corps, tous présentant des traumatismes par balle, dispersés sur un rayon de 400 mètres. Les effets personnels étaient absents. Aucune pièce d'identité ne put être trouvée sur place. La scène avait été partiellement dissimulée, mais sans expertise. Les responsables avaient tenté de cacher les corps, mais avaient manqué de temps ou de compétences pour le faire efficacement. L'enquête fut confiée à un groupe de travail conjoint dirigé par le bureau du shérif du comté de Montrose, avec l'aide du bureau d'enquête du Colorado et du FBI. L'enquêteur principal était le lieutenant-détective Mark Hensley, un officier de carrière de 38 ans avec une vaste expérience des affaires d'homicide. La première priorité de Hensley était d'identifier les victimes. Les dossiers dentaires et les empreintes digitales furent collectés et les informations recoupées avec les signalements de personnes disparues. Le 21 septembre, les 12 individus avaient été formellement identifiés. Les familles furent prévenues. Les médias, qui avaient initialement rapporté la découverte comme un possible accident de randonnée, comprenaient maintenant qu'ils couvraient un homicide de masse. La deuxième priorité était de déterminer le mobile
et d'identifier les suspects. Hensley et son équipe commencèrent à reconstituer les déplacements des victimes. Ils interrogèrent les membres des familles, examinèrent les itinéraires des randonneurs et les entrées de journaux trouvées avec les corps. Il devint clair que les victimes n'avaient aucun lien entre elles au-delà de ce voyage, aucun antécédent d'implication dans des activités criminelles et aucune raison apparente pour que quelqu'un veuille leur mort. La théorie de travail était qu'ils avaient été témoins de quelque chose, une activité illégale, une transaction de drogue ou un autre crime, et avaient été tués pour les empêcher de le signaler. L'analyse scientifique de la scène fournit des preuves cruciales. Les douilles récupérées dans la clairière indiquaient 3 armes à feu différentes: un fusil de chasse, une carabine et un pistolet. L'analyse balistique confirma que plusieurs tireurs avaient été impliqués. Des traces de pneus trouvées près du camp minier suggéraient la présence d'un véhicule et des échantillons de sol furent prélevés pour comparaison. Les motifs de projection de sang indiquaient que plusieurs victimes avaient tenté de fuir et que les meurtres n'avaient pas été instantanés. Il y avait eu une séquence d'événements, une progression. La percée eut lieu le 28 septembre lorsqu'un résident local nommé Carl Jensen contacta le bureau du shérif. Jensen, qui possédait un ranch près de Naturita, signala avoir vu un camion, un Chevrolet Cadiz, avec une cellule de camping, quitter la County Road 90.7 tard dans la nuit du 12 septembre. Il se souvenait du véhicule parce qu'il roulait anormalement vite pour une route en mauvais état et parce qu'il l'avait reconnu comme appartenant à Russell Vickers, un homme qu'il connaissait en ville. Jensen n'y avait pas prêté attention à l'époque, mais après avoir vu les reportages sur le massacre, il se demanda si cela pouvait être pertinent. Hensley fit immédiatement de Russell Vickers une personne d'intérêt prioritaire. Les vérifications d'antécédents révélèrent le casier judiciaire de Russell, ses difficultés financières et son association avec Curtis Vickers et Michael Hobart. Les 3 hommes furent convoqués pour interrogatoire le 30 septembre. Les premiers entretiens ne donnèrent rien. Russell, Curtis et Hobart nièrent tous avoir été dans le Serpent Creek Canyon le 12 septembre. Ils affirmèrent avoir campé dans une autre zone près de Disappointment Creek, à environ 80 km de là, et n'avoir aucune connaissance du massacre. Ils fournirent des détails vagues sur leurs activités, mais aucun témoin pour corroborer leur alibi. Hensley, peu convaincu, obtint des mandats de perquisition pour leur domicile et leur véhicule. Le 2 octobre, les enquêteurs fouillèrent le camion de Russell. À l'intérieur de la cellule de camping, ils trouvèrent des traces de sang, ultérieurement identifiées par analyse ADN comme appartenant à 3 des victimes, ainsi que des fibres compatibles avec le matériau des sacs à dos des randonneurs. Dans la caravane de Curtis, ils trouvèrent un fusil de chasse de calibre 12 et des munitions correspondant aux douilles récupérées sur la scène. Dans le camping-car de Hobart, ils trouvèrent un pistolet de 9 mm correspondant également aux douilles de la scène. Le 4 octobre 1992, Russell Vickers, Curtis Vickers et Michael Hobart furent arrêtés et inculpés de 12 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Suite à leurs arrestations, les 3 hommes furent détenus sans caution et placés dans des cellules séparées. Les procureurs firent clairement savoir qu'ils avaient l'intention de requérir la peine de mort pour tous les accusés. L'affaire, de par son ampleur et sa brutalité, attira l'attention des médias nationaux.
Les familles des victimes réclamaient justice. Des groupes de défense des droits civiques appelaient à des poursuites rapides. Mais en coulisses, l'affaire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Les preuves étaient solides. Les analyses scientifiques reliaient les 3 hommes à la scène et la chronologie était cohérente avec les témoignages sur le camion quittant la zone. Cependant, établir le mobile et reconstituer la séquence exacte des événements nécessitait la coopération d'au moins un des accusés. Les procureurs avaient besoin que quelqu'un explique pourquoi 12 randonneurs non armés avaient été exécutés dans un canyon isolé. La première faille vint de Michael Hobart. Le 12 octobre, après avoir consulté un avocat commis d'office, Hobart indiqua qu'il était prêt à fournir des informations en échange d'une peine réduite. Il rencontra les procureurs et, au cours de plusieurs heures, décrivit la transaction de drogue ratée, la paranoïa qui s'était emparée du groupe et les événements qui avaient mené au massacre. Son récit était intéressé. Il se dépeignit comme un participant réticent qui avait suivi les ordres de Curtis, mais il fournit le cadre dont les enquêteurs avaient besoin. Curtis Vickers, informé que Hobart coopérait, refusa de faire la moindre déclaration. Son avocat déposa des requêtes pour invalider les preuves, contester la légalité des perquisitions et argua que Curtis avait été contraint lors de ses interrogatoires. Aucune des requêtes n'aboutit. Russell Vickers, isolé de son frère et de Hobart, faisait face à une lutte interne différente. Selon son avocat, Russell connut un effondrement psychologique dans les jours suivant son arrestation. Il refusait de manger, dormait à peine et passait des heures à écrire des lettres à sa femme et à sa fille. Le 18 octobre, il demanda à rencontrer le détective Hensley. Sans la présence de son avocat, une décision qui serait plus tard contestée en appel, Russell fit des aveux complets. Son récit différait de celui de Hobart sur des détails cruciaux. Russell admit que lui, Curtis et Hobart se trouvaient dans le Serpent Creek Canyon le 12 septembre en attendant une livraison de drogue. Il confirma que la livraison n'était pas arrivée et qu'ils avaient rencontré les randonneurs par hasard. Mais Russell rejeta la responsabilité de la décision de confronter les randonneurs sur Curtis et Hobart. Il décrivit son propre rôle comme passif. Il avait été présent, il n'était pas intervenu, mais il n'avait pas tiré avec son arme. Il insista sur le fait qu'il avait essayé de laisser les randonneurs partir et que la violence avait dégénéré hors de son contrôle. La confession de Russell était détaillée, spécifique et chargée d'émotions. Il décrivit le moment où Curtis tira sur Thomas Aldridge comme le point de bascule. Il décrivit le chaos qui suivit, les cris, la succession rapide des coups de feu. Il décrivit comment il s'était tenu au bord de la clairière, paralysé par le choc et l'horreur, regardant son frère et Hobart tuer des gens sans défense. Il dit qu'il ne savait pas pourquoi il ne les avait pas arrêtés. Il dit qu'il ne comprenait pas comment c'était arrivé. Les procureurs restaient sceptiques quant à l'affirmation de Russell, selon laquelle il n'avait pas participé directement au meurtre. Les preuves scientifiques indiquaient que 3 armes avaient été utilisées et Russell était en possession d'une carabine 30-06. Bien qu'aucune balle de la carabine n'ait pu être formellement associée à l'une des victimes, l'analyse balistique fut rendue complexe par l'état des corps et la diversité des blessures. L'absence de preuves que Russell avait tiré ne prouvait pas qu'il ne l'avait pas fait. Mais les aveux de Russell offraient quelque chose d'inestimable, un récit cohérent. Ils expliquaient le mobile, établissaient une chronologie et corroboraient les preuves matérielles. Les procureurs s'en servirent pour monter leur dossier. Le 20 novembre 1992,
un grand jury mit en accusation Russell James Vickers, Curtis Wayne Vickers et Michael Dean Hobart pour 12 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, un chef d'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de multiples chefs liés au trafic de drogue. Les 3 hommes plaidèrent non coupables. Il fut décidé de juger les 3 accusés séparément. Le procès de Michael Hobart commença en mars 1993, suivi par celui de Curtis Vickers en juin. Le procès de Russell Vickers, le plus complexe en raison de ses aveux et de sa revendication de non-participation, fut programmé pour septembre 1993. Le procès de Hobart dura 3 semaines. L'accusation présenta des preuves médico-légales le reliant à la scène de crime, des témoignages d'enquêteurs et des extraits de ses propres déclarations décrivant son rôle. La défense plaida que Hobart avait agi sous la contrainte, que Curtis Vickers avait été l'instigateur et que Hobart avait craint pour sa propre vie s'il refusait de participer. Le jury délibéra pendant 4 jours avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Hobart fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour chacun des 12 meurtres, les peines devant être purgées consécutivement. Le procès de Curtis Vickers fut plus houleux. Curtis refusa de témoigner et son avocat bâtit sa défense autour de l'argument que l'accusation n'avait pas réussi à prouver quel tir spécifique Curtis avait effectué et ne pouvait donc pas prouver sa responsabilité dans chaque décès individuel. L'accusation contre-attaqua avec des preuves balistiques, des témoignages et les aveux de Russell, qui impliquaient Curtis comme étant le premier tireur et le principal moteur de la violence. Le jury déclara Curtis coupable des 12 chefs de meurtre au premier degré. Il fut condamné à mort par injection létale. Le procès de Russell Vickers, qui débuta en septembre 1993, devint un véritable référendum sur la question de la culpabilité morale et légale. Russell ne nia pas avoir été présent lors du massacre. Il ne nia pas avoir participé à la tentative de transaction de drogue. Mais son avocat soutint que Russell n'avait pas utilisé d'armes, n'avait pas pris la décision de confronter les randonneurs et n'avait été qu'un témoin passif de la violence initiée par les autres. L'accusation rétorqua que la présence de Russell, son inaction et sa participation à la dissimulation des corps le rendaient tout aussi responsable en vertu de la loi du Colorado sur le meurtre commis au cours d'un crime. Le procès fut marqué par les témoignages émouvants des familles et des victimes. La mère de Rebecca Haynes décrivit la gentillesse et l'intelligence de sa fille. L'épouse de Thomas Aldridge décrivit la perte de son mari et du père de ses enfants. Les parents de Jason Porter parlèrent des ambitions de leur fils et de l'avenir qui lui avait été volé. Le poids cumulé de ces déclarations fut dévastateur. Les aveux de Russell furent lus dans leur intégralité au jury. Son avocat plaida qu'il démontrait son remords, son honnêteté et son désir d'assumer la responsabilité de ses échecs sans exagérer son rôle. L'accusation soutint que ses aveux n'étaient qu'une manœuvre intéressée et que sa prétendue passivité était contredite par ses actes. Il avait aidé à cacher les corps, à se débarrasser des preuves et à établir un alibi. Le 12 octobre 1993, après 6 jours de délibération, le jury déclara Russell Vickers coupable des 12 chefs de meurtre au premier degré. La phase de détermination de la peine dura 1 semaine supplémentaire. Le jury, incapable de parvenir à une décision unanime sur la peine de mort, recommanda la prison à vie sans possibilité de libération. Le juge imposa 12 peines de prison à vie consécutives. Les procédures judiciaires prirent fin, mais les conséquences du 12 septembre 1992
continuèrent de se répercuter dans la vie de toutes les personnes liées à l'affaire. Linda Vickers, l'épouse de Russell, demanda le divorce en 1994. Elle déménagea avec leur fille dans un autre État et changea leur nom. Dans une déclaration à un journal local, elle dit qu'elle ne parvenait pas à concilier l'homme qu'elle avait épousé avec celui qui était resté là, sans rien faire, pendant que 12 personnes se faisaient tuer. Elle ajouta qu'elle ne savait pas si Russell était un monstre ou un lâche, mais que la distinction n'avait plus d'importance. Curtis Vickers resta dans le couloir de la mort au Colorado pendant plus d'une décennie. Ses appels furent rejetés. En 2007, il renonça à ses derniers recours et demanda que son exécution ait lieu. Le 14 août 2007, Curtis Vickers fut exécuté par injection létale au pénitencier d'État du Colorado. Il avait 44 ans. Selon des témoins, ses derniers mots furent « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé pour ce que je suis devenu. » Michael Hobart, purgeant des peines de prison à vie consécutive, passa le reste de son existence en isolement administratif en raison d'infractions disciplinaires répétées. Il mourut en prison en 2018 de complications liées à une maladie du foie. Il avait 64 ans. Russell Vickers, aujourd'hui sexagénaire, est toujours incarcéré. Il a participé à plusieurs entretiens au fil des ans, maintenant toujours qu'il n'a pas tiré une seule balle lors du massacre, mais reconnaissant son incapacité à intervenir. Dans une interview avec un journaliste en 2015, il a déclaré « Je pense à ces gens tous les jours. Je vois leur visage. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de compréhension. Je veux juste que les gens sachent que ça n'aurait jamais dû arriver. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. » Les familles des 12 victimes ont suivi des chemins différents pour surmonter leurs pertes. Certaines sont devenues des militantes pour les droits des victimes de crimes. D'autres ont cherché l'intimité et la distance par rapport à la mémoire publique de l'affaire. La mère de Rebecca Haynes a créé un fonds de bourse au nom de sa fille pour soutenir les étudiants poursuivant des carrières dans la conservation de l'environnement. La veuve de Thomas Aldridge s'est remariée et a déménagé, mais elle retourne au Colorado une fois par an pour visiter le site où son mari est mort. Le lieu du massacre, Serpent Creek Canyon, n'est plus une destination de randonnée prisée. Le service des forêts a brièvement envisagé de fermer complètement la zone, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Cependant, les sentiers sont rarement entretenus et peu de gens s'aventurent dans ce ravin particulier. Une petite plaque commémorative a été installée en 2002 portant les noms des 12 victimes et la date de leur mort. On peut y lire « À la mémoire de ceux qui vinrent ici chercher la paix et y trouvèrent la tragédie. » Dans les années qui suivirent, plusieurs reportages et documentaires se penchèrent sur l'affaire. La plupart se concentraient sur la question de savoir comment 3 hommes sans antécédents violents avaient pu commettre un tel acte. Psychologues et criminologues proposèrent diverses explications. Le désespoir, la pensée de groupe, la déshumanisation qui se produit lorsque des individus sont perçus comme des menaces plutôt que comme des personnes. Mais aucune théorie ne rend pleinement compte de la vitesse à laquelle la situation a dégénéré ni de la nature méthodique des meurtres une fois qu'ils ont commencé. Le lien avec le trafic de drogue, la transaction ratée qui avait amené Russell, Curtis et Hobart dans le canyon n'a jamais été entièrement élucidé. Eduardo Salinas, le distributeur qui avait arrangé l'affaire, fut arrêté en 1994 pour d'autres faits
et condamné à 20 ans de prison fédérale. Il refusa de donner des informations sur les événements de septembre 1992 et les enquêteurs ne purent jamais déterminer si la dette qu'ils prétendaient que les frères Vickers avait été réelle ou un prétexte. Le réseau de trafic plus large, s'il existait, ne fut jamais démantelé. Le massacre du Colorado Canyon de 1992 occupe une place particulière dans l'inconscient criminel américain, non pas parce qu'il fut le plus violent ou le plus choquant, mais parce qu'il révèle avec quelle rapidité la vie ordinaire peut basculer dans la tragédie irréversible lorsque le désespoir, la peur et les mauvaises décisions s'accumulent. Russell, Curtis et Michael n'étaient pas des criminels professionnels. Ils n'étaient membres ni d'un cartel ni d'un gang violent. C'étaient trois hommes d'une communauté rurale en déclin qui, à court d'options, avaient vu dans une unique transaction illégale la solution à des problèmes qu'ils ne savaient comment résoudre autrement. La décision de participer au trafic de drogue était imprudente et moralement compromise, mais elle n'était pas en soi un acte de violence. Ce qui s'est passé à Serpent Creek Canyon n'était pas prémédité, ce n'était pas planifié. C'est né d'une collision de malchance, de paranoïa et de panique. Les 12 randonneurs morts ce jour-là n'étaient pas ciblés. Ils n'étaient impliqués dans rien d'illégal. Ils se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Leur mort ne fut pas le résultat d'une exécution calculée, mais d'une série de décisions de plus en plus graves, prises par des hommes effrayés qui se sont convaincus qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le premier coup de feu tiré par Curtis Vickers transforma une confrontation tendue en un massacre. Une fois ce seuil franchi, l'élan de la violence devint presque irrésistible. Il ne s'agit pas d'excuser leurs actes. 12 personnes sont mortes parce que 3 hommes ont choisi de les affronter, de les menacer et de les tuer plutôt que de les laisser partir. La loi a justement tenu Russell, Curtis et Michael pour responsables de ces choix. Mais comprendre comment ces choix ont été faits, comprendre les pressions psychologiques et sociales qui les ont façonnés, nous oblige à affronter des questions inconfortables sur le désespoir, la complicité et la fragilité de la retenue morale. Si Russell Vickers avait refusé de participer à la transaction, le massacre aurait-il eu lieu? Si Curtis n'avait pas tiré le premier coup de feu, les randonneurs auraient-ils été autorisés à partir? Si l'un des 3 hommes s'était éloigné à un moment quelconque dans les heures précédant la confrontation, 12 personnes seraient-elles encore en vie? La réponse, presque certainement, est oui. Mais le fait que de telles décisions semblent évidentes avec le recul ne signifie pas qu'elles l'étaient sur le moment. Russell, Curtis et Michael n'étaient pas des monstres. C'étaient des hommes ordinaires, confrontés à une pression extraordinaire, prenant des décisions en temps réel sans la clarté que la distance et la réflexion procurent. Cela ne diminue pas leur culpabilité, mais cela complique notre compréhension de la façon dont des gens ordinaires deviennent capables de commettre l'atrocité. Les victimes du massacre de Serpent Creek Canyon méritent que l'on se souvienne d'elles non comme de simples statistiques, mais comme des individus qui avaient des vies, des familles, des rêves et un avenir qui leur ont été volés. Thomas Aldrich était un ingénieur passionné de randonnée et de photographie. Rebecca Haynes était une enseignante bénévole dans des associations environnementales. Jason Porter était un étudiant qui prévoyait de faire médecine. Sarah Lynn était une jeune femme de 19 ans avec toute la vie devant elle. Chacune des 12 victimes avait une valeur qui ne peut être ni mesurée ni remplacée. Leur mort n'était pas inévitable.
Elle fut le résultat de choix faits par des gens qui croyaient, à ce moment-là, n'avoir aucune autre option. Et c'est peut-être l'aspect le plus troublant de cette affaire. Non pas que cela soit arrivé, mais que cela puisse arriver. Que des gens ordinaires, soumis à une pression suffisante, sont capables de prendre des décisions qui détruisent non seulement la vie des autres, mais aussi la leur. Le massacre du Colorado Canyon de 1992 est une histoire de désespoir. C'est une histoire sur l'effondrement des économies rurales et des gens laissés pour compte. C'est une histoire sur le commerce de la drogue et la manière dont il empoisonne les communautés. C'est une histoire sur la peur, la paranoïa et la vitesse à laquelle la violence peut devenir incontrôlable. Mais c'est avant tout une histoire sur le coût des mauvaises décisions, non seulement pour ceux qui les prennent, mais pour tous ceux qui sont pris dans le rayon de leurs conséquences. 12 personnes entrèrent dans le canyon de Serpent Creek en quête de solitude et de beauté. Elles y trouvèrent la mort. 3 hommes y entrèrent en quête d'argent et d'une issue à leurs dettes. Ils y trouvèrent la culpabilité, la prison et la certitude d'avoir détruit des vies, y compris les leurs. Aucun d'eux n'avait anticipé ce qui allait se passer. Aucun d'eux ne l'avait planifié, mais tous en ont vécu les conséquences pour le reste de leur vie. Tel est l'héritage du 12 septembre 1992. Ce n'est pas une histoire de héros et de méchants, mais une histoire sur l'échec humain dans sa forme la plus tragique et irréversible.